Et salut tout le monde, c'est Isoka et bienvenue pour cette vidéo achat, comics et manga du mois de juillet écoulé. Et oui, un petit peu en retard cette vidéo parce que j'attendais une dernière réception. Et je vais certainement commencer par ça. Alors un gros mois de juillet avec 3 omnibus, 2 compendiums, des TPB et des perfects de manga. Donc voilà, une quinzaine de bouquins environ ce mois-ci. Donc aïe aïe aïe, ça plus les single issues encore une fois, un gros mois de juillet. Et oui, ça fait mal. Donc on commence avec le premier des 3 omnibus, un omnibus qui vient de chez Marvel Comics, avec évidemment dans la gamme Star Wars. J'en ai quelques-uns déjà, j'ai The Old Republic, j'ai également The Empire, j'ai... je sais plus, ils sont derrière là, hop. The Old Republic, Rise of the Sith et The Empire. Voilà, et j'ai également War of the Bounty Hunters, mais ça c'est dans la continuité dite plus classique depuis un petit peu le relaunch, reboot de Disney en 2015-2016, enfin bon bref. Là on est dans la période Legends et on est dans Tales of the Jedi. Donc c'est un omnibus qui comprend énormément de choses. Alors, je vais pas forcément tout vous citer parce que c'est plein de mini-séries. Et Hadas en a parlé de manière très éloquente et très intéressante dans le dernier d'Encre de Bulle qui est sorti mercredi dernier. Hein. C'est la jeunesse des Jedi. Là il parlait du tome 2 mais il revenait aussi sur le tome 1. Et en fait, si vous voulez, là, ça reprend l'intégralité des 3 épis collections. Donc on a un omnibus d'à peu près 1300 pages. Ah oui, attendez, je vous ai pas montré quand même ce qu'il y a sous la jaquette. Et oui, quand même, c'est important, vous le savez, c'est devenu presque une tradition parce que on a souvent des choses un petit peu, j'allais dire ternes, non pas ternes, mais qui sont quasiment l'équivalent de ce qu'on a dans la couverture dans les omnibus en français. Et là, on a souvent une autre, soit d'autres illustrations, ou ce qu'on a de temps en temps, ce que j'aime beaucoup, vous le savez, si vous me connaissez un petit peu maintenant, une wraparound. Donc, attendez, parce qu'avec mes gros doigts, je vais essayer de vous montrer ça de manière, voilà, de manière le mieux possible, cette illustration en wraparound. Vous voyez, c'est plutôt chouette, c'est plutôt joli, on aime bien. Donc je peux même pas vous dire de quel personnage il s'agit, puisque je ne connais pas encore, mais je sais que c'est vraiment quelque chose de très réputé. Donc on a au scénario du John Ostrander, du Jean Dursema, du Kevin J. Anderson, du Tom Veitch ou encore du Joshua Ortega. Et au dessin, justement du Jean Dursema, mais aussi du Chris Gossett, du Dario Gorasco Jr., enfin plein d'autres mondes, du Tony Atkins, du Dustin Weaver. Donc vraiment, vraiment beaucoup de monde. Donc je vous montre hop, la table des matières qui reprend vraiment l'intégralité des 3 épis collections qui sont sortis en VO. On en a déjà 2 en VF, là du coup, vous le savez, les épis collections Marvel les reprend un petit peu, soit en softcover, soit en hardcover. Et donc voilà, ça reprend l'intégralité en fait de toutes les mini. Et comme vous l'a très bien expliqué Hadas, ça reprend non pas par ordre de parution chronologique, mais par, récit. Par chronologie du récit en fait. Donc on va commencer par exemple par probablement une des mini-séries des années 2000, puis ensuite on va dans les années 90. En fait c'est vraiment pour nous raconter du plus ancien un petit peu au moins ancien. Vraiment sur toute cette genèse des Jedi. Donc vous avez plein de choses, vous avez forcément l'origine des sabres laser, vous avez l'origine des Sith, vous avez vraiment énormément de choses. Et moi j'ai très hâte de me plonger là-dedans. Et parce que en plus la Hadas m'a énormément donné envie de me replonger un petit peu dans cet univers que je connaissais pas, le Tales of the Jedi. J'ai lu du Legends, mais vraiment il y a des choses qui ont l'air vraiment super chouettes et que j'ai très très hâte de découvrir tout ça. Donc voilà, Omnibus Star Wars Tales of the Jedi. On continue avec un deuxième omnibus, forcément. Hop, cette fois chez DC Comics. Je vous avais parlé déjà il y a, je crois, plus 2 mois, je crois, lors des achats de mai, du Batman Adventures Omnibus. Et bien là, c'est tout simplement la suite, Batman et Robin Adventures Omnibus. Donc voilà, ils font assez joli l'un à côté de l'autre. Ouais, je n'ai pas pu vous le montrer là parce qu'ils sont un petit peu hors d'accès. Vous pouvez peut-être le voir là-haut, là. Hop, si j'y arrive. Ah, j'y arrive jamais. Tac. Voilà. Donc ça, c'est la suite. Je vous le montre également sous la jaquette parce qu'il y a une chouette illustration, me semble-t-il. Hop, je vous montre ça tout de suite. Tac. Donc là, non, c'est 2 illustrations différentes, là, je crois. Oui, c'est ça. Des fois, on a ça aussi, 2 illustrations différentes. Donc là, je peux vous les montrer tout simplement comme ça. Hop. Tac. Et tac. Donc c'est vraiment très chouette. Moi, j'aime beaucoup toujours quand on a des illustrations différentes. En plus, souvent, on peut avoir un habillage à l'intérieur du bouquin qui peut être très joli. Là, c'est du plus bel effet quand même, faut avouer. Donc c'est vraiment très joli. Et puis moi, c'est quelque chose que j'adore. De toute façon, vous le savez, c'est vraiment l'héritage et dans l'esprit de la série animée, celle de 92.
D'ailleurs, j'ai jeté un œil à Cave to Shader, c'est vraiment pas mal. J'ai pas tout vu encore, hein, qui est sur Prime Video en ce moment. Mais c'est plutôt dans l'esprit, même si on a. C'est à la fois dans l'esprit traditionnel avec des choses assez modernes, c'est-à-dire des manières. On revisite un petit peu les vilains, soit en gender swap, soit vraiment de manière un petit peu originale et un autre point de vue. Moi, je trouve ça toujours super intéressant. Soit quand on reprend les vilains tels quels, comme vous l'avez dans ces omnibus que je vous présente là, hein, par exemple Batman Adventures ou Batman and Robin Adventures, ou alors de manière un peu revisitée et originale, et je trouve ça toujours bien, que ce soit les Batman Terra en comics ou par exemple les Cave Crusader en version animée. J'aime bien moi d'autres interprétations des origines déjà éculées, je trouve ça toujours vraiment très cool quoi. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est les petites régalades, c'est les replonger en enfance, et en plus c'est franchement pas dénué d'intérêt du tout, quoi. Il y a vraiment une science de la narration, des choses qui sont vraiment très chouettes. Donc vraiment, ouais, je vais pas bouder mon plaisir. C'est un omnibus d'environ 900-920 pages. Donc voilà, vous avez toujours du Ty Templeton, du Paul Dini au scénario, du Kelly Puckett notamment. Et puis au dessin, vous avez du Rick Burchett notamment, du Ty Templeton, voilà, du Mike Parobeck, du Brandon Cross, enfin pas mal de monde qu'on voit assez régulièrement en fait dans ce genre de série. Donc voilà pour Batman et Robin Adventures Omnibus. J'ai un dernier omnibus à vous présenter encore chez DC Comics. Hop, je range vite fait celui-ci quand même. Hop. C'est, vous l'avez peut-être vu dans la miniature, c'est l'omnibus de Hitman. Hop, excusez-moi. Et oui, vous le savez, Hitman de Garth Ennis et de John McCrea notamment. Hop, le voilà. Tac. Alors ça, vous connaissez forcément, puisque le volume 2 chez Urban Comics, sur Urban Cult, je crois, est sorti il y a vraiment pas longtemps. Donc là, on a les épisodes, oui, je l'ai pas dit non plus pour Batman et Robin Adventures, mais ça regroupe l'intégralité de la série, je crois que c'est 25 épisodes environ. Donc pour Hitman, ça prend les 33 épisodes, les 33 premiers épisodes de Hitman, l'annuel 1, les épisodes du démon de 42 à 45 de Demon, et de 52 à 55, puis l'annuel 2. Et puis une petite histoire qui vient de Batman Chronicles numéro 4. Donc sensiblement à peu près le même contenu que les deux premiers volumes d'Urban, je crois. Peut-être à un ou deux numéros près, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc comme d'habitude, je vous montre un petit peu ce qu'il y a en dessous. On a deux illustrations qui sont vraiment très chouettes, celle-là je la trouve vraiment très forte. Hein. Donc encore une fois là, sur le dos du livre, on a le titre avec sa typographie, puis une autre illustration sur la quatrième. Donc ça rend très chouette. Un beau bébé là aussi on a un bel habillage, je trouve, du plus bel effet. Voilà, avec des petits impacts de balles qui sont assez forts. Donc voilà, Garth Ennis au scénar, John McCrea principalement au dessin, mais il n'est pas tout seul, il y a aussi du Steve Pugh, du Carlos Escarra, du Gary Leach, du Andrew Chu et du Matt Brooker notamment. Donc ça c'est un omnibus qui fait environ 1130 pages. Hein. Hop. Et ça j'ai très hâte, parce que ça fait longtemps que j'attendais en fait une édition en VO ou en VF, et puis quand on a annoncé l'omnibus en VO, je crois qu'Urban venait de sortir le volume 1 en Urban Cult, quelque chose comme ça, et puis de toute façon, si jamais vous avez vu la matinale que j'ai faite il n'y a pas longtemps avec Néo, pour parler de la VO, vous le savez que maintenant ça fait environ 4 ans que je lis quasi exclusivement en VO. Même si j'aime beaucoup aussi encore lire en VF, hein, et j'en parlais d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un oeil à cette vidéo, franchement c'était super sympa. Donc voilà, ce Hitman, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Il y aura un volume 2 qui arrive aussi en VO, je crois qu'il est annoncé, j'ai un doute. Hein. Regardez-moi ça, il y a quand même des compositions qui sont incroyables au niveau de la colorisation et de l'agencement. Vraiment ça j'ai très hâte aussi, ça a l'air très chouette. Donc voilà pour ces 3 omnibus. On continue maintenant avec Compendium. Les Compendiums, vous savez, je vous en ai déjà parlé, notamment lors des achats du mois d'avril. C'était rapidement, hein, c'était juste après le débrief du Paris Fan Festival, où j'avais déjà mis la main sur... là, je l'ai pas... Ouais, il n'est pas très accessible, là, mais... J'avais déjà mis la main donc sur le compendium de Nightwing, vous savez, A Night in Blue Devon. C'était vraiment pour reprendre les toutes premières séries Nightwing, c'est-à-dire la toute première mini en 4, puis ensuite la relance un petit peu, notamment de Chuck Dixon et puis Scott McDaniel, si je dis pas de bêtises. Et là, je vous présente, du coup, Robin Tim Drake Compendium 1. Regardez-moi ça, comme c'est joli, en plus l'habillage est hyper sympa. Et là, je suis hyper content. C'est un beau bébé aussi, hein, parce que c'est les beaux compendiums. Les compendiums, c'est variable, hein, ça peut aller de 500 à 1500 pages. Hein. Je crois que les compendiums de Starman que j'ai, ils font 1400 ou 1500 pages chacun.
Oui, par exemple, celui-là, il fait 1120 pages quand même. Donc voilà, vous avez la table des matières. Hop, la première partie et la deuxième partie. Donc vraiment, vous avez une belle table des matières. Elle est costaud. Vous avez vraiment énormément de choses. Donc qu'est-ce que ça comporte? Bah, ça comporte là plein de choses parce que beaucoup d'épisodes de Batman dans lesquels je pense Robin a une part importante, ou en tout cas bah, peut-être qu'il apparaît pour la première fois entre guillemets du post-crisis. Donc les épisodes Batman 455 à 457 et 465 à 469, le 480, les épisodes de Detective Comics de 618 à 621, puis les 5 premiers épisodes de la première série Robin, les 4 épisodes de la deuxième série Robin, les 6 épisodes de la troisième série Robin. En fait, c'est des Robin 1, Robin 2, Robin 3, c'est un peu particulier. Et ensuite, on a vraiment le Robin volume 2, c'est compliqué, hein. Et là, on a les épisodes de 1 à 5, l'annuel 1 à 2, un épisode de Superman, enfin, on a vraiment énormément de choses très variées. Donc, franchement, ça a l'air vraiment super. Moi, j'en avais lu déjà quelques épisodes, notamment... alors ça va pas arriver tout de suite, hein, mais notamment avec les No Man's Land ou choses comme ça, mais là on est vraiment dans les années 90, 91. Est-ce que je peux vous donner un petit peu les auteurs? Bien sûr, bah, du Chuck Dixon, je vous l'ai dit, notamment du Alan Grant, du Doug Moench aussi, du Dan Jurgens, Louis Simonson, John Wagner au scénario, donc il y a quand même du beau monde. Au dessin, il y a du Norm Breyfogle, du Tom Lyle, du Kieran Dwyer, du Tom Grummett, donc pareil, du Jim Aparo, du Dan Jurgens, du John Bogdanov, du Steve Pugh, encore une fois, donc des noms que je pense que vous avez eu l'habitude d'entendre. Donc vraiment, bah là on a, je trouve qu'on a des super archives, comme pour Nightwing dont je vous parlais tout à l'heure, hein, et maintenant là pour Robin, Tim Drake. Je trouve que c'est vraiment génial. On a plein de choses super intéressantes. Donc, et ce qu'ils vont faire ensuite, bah, je crois que c'est prévu peut-être du Batgirl aussi, ça peut être super, du Batgirl Cassandra Cain notamment. Bon, ça m'intéresse beaucoup. Parce que vous savez qu'il y a eu Stephanie Brown, il y a eu Cassandra Cain, en plus de Barbara Gordon notamment, qui ont endossé le costume de Batgirl, mais il y en a plein d'autres, hein. Et ça peut être super intéressant justement de faire par personnage comme ça. Et je crois que d'ici vraiment, je sais plus qui est-ce qui donnait cette information-là, ils ont clairement complètement recruté. Enfin, on sent bien qu'ils, comment dire, ils sont beaucoup plus sérieux et beaucoup plus investis en fait dans leur département des éditions reliées, quoi. On sent bien que là, il y a beaucoup plus d'omnibus par mois, il y a énormément de compendiums, il y a les DC Compact, qui sont les versions de poche, un petit peu, bah, les équivalents d'Urban Nomad, ou de Marvel Pocket, Panini Pocket, je sais jamais, ou des Marvel Next Gen, enfin, voilà, comme d'habitude, Panini nous trouble un petit peu dans ses multiplications de collections, alors que pour le reste, c'est un peu plus clair. Ils vont faire aussi les DC Finest, qui sont un petit peu les équivalents des Epic Collections, les Epic Collections dont je vous reparlerai tout à l'heure, d'ailleurs. Donc voilà, donc non, franchement, la DC se bouge bien le cul au niveau des éditions reliées, ça fait hyper plaisir, hein. Moi, en tant que gros fan de DC Comics, je suis hyper content. Il y a aussi des compendiums, comme je vous le disais, un petit peu plus fins, forcément. Bah là, je vous présente un compendium chez Image Comics. C'est Fatal de Ed Brubaker et Sean Phillips. Là, j'ai fait une petite entorse à Delcourt, j'espère qu'ils m'en voudront pas, parce que j'ai quasiment l'intégralité des œuvres de Sean Brubaker et... De Sean Brubaker, bien sûr. De Ed Brubaker et Sean Phillips chez Delcourt. Mais là, j'ai fait une petite entorse parce que bah, c'était hyper intéressant au niveau prix. J'ai dû l'avoir pour une quarantaine d'euros ce compendium, alors qu'il comporte l'intégralité de la série, à savoir, je ne sais plus, 25 épisodes ou quelque chose comme ça. Je regarde vite fait, mais je ne sais pas. Bref, l'intégralité en tout cas de Fatal, que j'ai jamais lu et qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai quasiment tout lu de ce qu'ils ont fait en indépendant, mais j'ai encore 2-3 choses que j'ai pas lues, dont Fatal, donc je suis vraiment très intrigué. Fatal et Incognito. Incognito non plus, j'ai pas lu. Donc voilà, pour le compendium de Fatal. Donc ça m'intéresse beaucoup. Je vous parlais d'Epic Collection tout à l'heure. Et ben voilà, les Epic Collection, notamment ça, c'est l'Epic Collection du Silver Surfer, c'est une réédition. Parce que, donc le volume 3, vous savez, c'est écrit sur la 4ème dans les Epic Collection aux États-Unis, parce qu'ils sortent pas du tout dans l'ordre. Et c'est à vous à chaque fois de réagencer. Donc ça peut être frustrant, mais c'est parce que bah, forcément, il y a. C'est vraiment, vous le savez, c'est la logique de vous vendez beaucoup plus de volume 1, et puis ensuite, je sais plus, il y a un mot, je l'ai mangé, et puis ensuite vous avez forcément une perte des ventes pour les volumes suivants. Donc voilà, j'avais pris le volume 4 parce que je voulais absolument avoir bah, le récit, notamment Parabole, hein, de Stanley et Moebius. Et bah, là, je voulais le début du run de Steven Gellhart, notamment, et puis on a même un one-shot de Stanley, quoi, donc c'est super. Donc voilà, ça commence par hop,
un petit préambule comme ça, avant qu'on ait vraiment la... En fait, c'est la deuxième série, hein, vous le savez, hein, c'est ce one-shot introduit un petit peu. Donc c'est Stanley et John Byrne, ouais, c'est John Byrne au dessin. Donc cette mini va introduire la deuxième série du Silver Surfer, donc là on est... ce one-shot date de 1980, mais après je crois que c'est 1984, quelque chose comme ça, le début du Run Jungle Art, j'ai un doute. Hein. Ah non, c'est 87, hein. Vous voyez, je me suis trompé, c'est quand même 87, donc fin des années 80. On a vraiment quelque chose là d'assez expérimental, de psychédélique, vraiment quelque chose qui a l'air hyper intéressant. Donc je suis vraiment très intéressé. Donc, rien que les planches, quand j'ai feuilleté le bouquin, je les ai trouvées assez chouettes, hein. Vraiment assez audacieux de la composition. On a quelque chose de, comme je vous le disais, parfois assez psychédélique au niveau des couleurs, au niveau de plein de choses. Euh, voilà, ça peut être à la fois confus ou merveilleux. Enfin, il y a vraiment de tout, je trouve. Hein. Vous voyez, là, on est presque dans le pop art. Enfin, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Il y a des volontés à chaque fois dans des séries comme le Silver Surfer, les Fantastic Four d'une certaine période, vraiment d'aller dans l'inconnu, dans l'au-delà, de l'exploration, aussi bien spatiale que psychique. Et ça, je trouve ça assez super. Et moi, je connais assez peu de choses sur le Silver Surfer, donc je vous avoue que, voilà, je suis très emballé. Donc je vais pouvoir lire les volumes 3 et 4 à la suite du Silver Surfer, notamment de Steven Gellhart, majoritairement. Voilà pour cette épique collection. On continue avec les TPB, avec le volume 3 de Friday. Vous savez, cette série de Ed Brubaker, encore lui, et Marcos Martin, que vous connaissez, d'Image Comics, qui est sorti en VF chez Glénat en grand format, parce que ça, c'est vraiment un TPB... par rapport à l'Epic Collection, vous allez voir, qui est beaucoup plus petit, qui est justement à peu près de la taille d'un Panini Pocket, quoi. Ouais. Et ils font quelques TPB comme ça, je vous en avais déjà présenté, notamment du Magicien d'Oz, hein, de Eric Shanower et Scotty Young au dessin. Et voilà, c'est une série vraiment que j'aime beaucoup et que j'ai très hâte. Je crois que c'est la conclusion, donc j'ai très hâte de lire. Moi j'avais lu que le volume 1. J'ai le volume 2 et le volume 3, du coup, forcément. J'ai le volume 2, et le volume 2 il était sorti plus d'un an après le volume 1, donc j'avais eu la flemme à l'époque de relire le volume 1. Alors voilà, pour bien avoir en tête, je voulais le relire. Donc je vous montre rapidement, mais très rapidement, juste pour vous montrer vraiment la beauté, je trouve, de dessin de Marcos Martin. Voilà, et sa colorisation, qui est vraiment incroyable, avec la science de la narration d'Ed Brubaker. On était dans quelque chose... On va pas dire non plus qu'Ed Brubaker s'était énormément éloigné de ce qu'il peut faire, mais on sent qu'il rapproche deux thématiques ou deux genres qui, à mon avis, lui sont auxquels il est très attaché. C'est le polar, bon ça je vous apprends rien, mais c'est aussi le côté fantastique horreur. Il y a quelque chose qui est de plus en plus présent. Il y en a justement un petit peu dans Fatal, il y en a un petit peu dans Friday. On le sent que là, on en parlera bientôt dans Houses of the Unholy, ça va être un petit peu le cas aussi. Donc il y aura toujours du polar, il y aura toujours de l'enquête ou des choses un peu mystérieuses avec des personnages paumés, un peu losers. Mais je pense qu'il y a une volonté aussi de mettre de plus en plus de fantastique et d'horreur parce qu'il s'est peut-être rendu compte que c'était un biais narratif qu'il pouvait utiliser pour raconter davantage de choses ou en tout cas étoffer encore un peu plus. Hein. Leur science de la narration, hein, parce qu'ils sont vraiment incroyables. Hein, parce que je les associe souvent Brubaker et Phillips, même si là c'est avec Marcos Martin. On continue avec les TPB. C'est le dernier TPB en VO. C'est de Blizzard dans Tales of the Unnamed. Vous savez, Ghost Machine, cet univers créé par Jeff Jones. Là, vous avez quelque chose. Alors, moi, je croyais que c'était sorti en graphic novel, mais non, apparemment, c'était sorti en single. Hein. Ah oui, oui, bien sûr, dans le cadre, en fait, des Image Comics 30th Anniversary. Vous savez, ils ont fêté leur 30e anniversaire, Image Comics, et du coup, il y a quelques singles qui sortaient. Alors je sais pas si c'était en anthologie, je crois, parce que là ils mettent de 1 à 12, donc là il n'y a clairement pas 12 numéros. Donc c'est possible que c'était une anthologie, et il y avait des nouveaux récits, parce qu'il y avait des rééditions aussi de très célèbres numéros 1. Donc si vous en savez un peu plus, n'hésitez pas à apporter un petit peu de précision dans les commentaires, parce que là je vois bien que je suis un petit peu approximatif. Donc voilà, de Blizzard, donc de Jeff Jones au scénario, je le disais, d'Andrea Muti au dessin, et la colorisation. Et d'ailleurs, ils sont tous les deux crédités comme créateurs, hein, Jeff Jones et Andrea Muti, de Blizzard. Donc voilà, je suis très curieux et je me demande vraiment, en fait, où est-ce que ça va se situer un petit peu sur
sur comment dire la frise chronologique de The Unnamed. Donc ça déjà c'est vraiment intéressant. Comme vous pouvez le voir là, le style hein, du dessin, de la colorisation d'Andrea Muti, c'est vraiment super beau. Moi j'adhère complètement. Il y a un côté un peu Dustin Nguyen au niveau des couleurs, mais avec quelque chose de beaucoup plus réaliste, beaucoup plus qui pencherait presque vers le fusain ou l'aquarelle. Enfin c'est vraiment super beau. Je trouve ça très émouvant comme type de dessin. On sent clairement là la neige. Je sais plus, il y a pas longtemps, on avait parlé de Snow Angels de Jeff Lemire, je crois, et Jock. Et qu'on avait plutôt apprécié, hein, qui était vraiment bien, mais c'est vrai qu'on disait qu'on sentait pas tellement la neige, le froid. Et là, je sais pas si vous le sentez vous, mais dans les planches là que je vous montre, à chaque fois on a de la neige, on a en, voilà, en premier plan ou à l'arrière-plan, vous avez toujours un peu de neige qui soit obscurcit le visage des personnages, ou soit complètement atténue un petit peu le décor. Et en plus, on a, je trouve, quelques plans. Je sais pas si je vous l'ai. Hop, si je prends- voilà, bah, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure celui-là. Mais on a quelques plans de montagne, des plans larges comme ça, que je trouve qui sont du plus bel effet. Alors je vous montre pas trop parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal d'action, et donc je voudrais pas trop vous spoiler. Voilà, donc j'essaie de voir si je peux vous trouver une autre planche qui peut vous montrer un peu l'immensité et le. Ouais, bah voilà, ça c'est pas mal. Le côté, voilà, c'est grand, il fait froid, on peut facilement s'y perdre, et il y a un côté effrayant, rien que le décor a l'air d'être un personnage en lui-même, vous voyez, le lieu en tout cas. Donc, non, ça a l'air assez super. Donc, on a la frise à la fin, mais je regardais s'ils incluaient comme ça de Blizzard, mais j'ai pas l'impression. Donc voilà, ça c'est la frise que vous connaissez, hein, de The Unnamed, où justement on va inclure des séries au fur et à mesure, hein, parce que pour l'instant on a eu Redcoat, on a eu Junkyard Joe, on a encore Geiger actuellement, mais voilà, on sait qu'il y a toujours un petit peu Force Ghost. On se demande comment ça va arriver. Widow X, on parle du Monster, justement, et du Northerner. Donc voilà, quand je sors un peu plus, bah, je vous en reparlerai, parce que ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Vous le savez très bien, je crois que les rubriques de G risquent d'en parler à un moment ou un autre, avec Anto, parce que tous les deux, ils suivent de manière très assidue les différentes sorties, que ce soit de Geiger, Redcoat et même de Rook Exodus, hein, pour Ghost Machine. Et moi, je vous avoue que ça m'intéresse énormément aussi. J'étais un petit peu circonspect au départ, puis finalement, j'ai été emballé, j'ai été embarqué. On sait qu'au mois d'octobre arrive aussi, je crois, High Street et puis High Street Presents Diva. Donc des choses notamment dessinées par Ivan Rice, hein, je crois. Donc j'ai très hâte aussi. Donc voilà pour de Blizzard. Euh, voilà pour la VO. C'était déjà pas mal. Je vous présente rapidement un petit ouvrage VF parce que bah, j'ai fait un achat en VF au mois de juillet en comics. C'est évidemment l'intégrale des Tortues Ninja, volume 4. Et oui, j'ai lu les 3 premiers volumes. Celle-là, bah, je l'ai pas encore lu d'ailleurs. Et j'ai très hâte parce que vraiment, depuis le début, c'est quelque chose qui me plaît énormément, les Tortues Ninja. Donc, on en avait parlé dans un encre de bulle au tout début, c'est un des premiers. Hein, dans les 3 ou 4 premiers, on avait parlé de l'intégrale 2, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, je crois que c'était ça. Donc là, on a les épisodes 29 à 37, avec un annual également. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Ah si, on a aussi une mini qui s'appelle l'Empire Utrom, qui est en 3 parties. Donc voilà pour le sommaire. Et, euh, et donc, franchement, bah, moi, les Tortues Ninja, c'est quelque chose que j'adore. Et je trouve que dans cette édition, dans ces intégrales, hein, c'est un régal parce que au niveau de l'agencement des épisodes, c'est parfait. Donc, c'est parfaitement fluide. Ah, justement, voilà, là, je vous montre le Fugitoïde. Et le Fugitoïde, par exemple, hein, si vous lisiez les anciennes éditions, c'est quelque chose à côté duquel vous aurez pu passer au niveau d'une révélation importante. Alors voilà, évidemment, elle n'est pas fondamentale dans l'offensive, c'est important dans l'histoire. Donc, voilà, là, je vous montre bah, là, des planches que je découvre en même temps que vous, hein, que je trouve super chouettes, là, en noir et blanc, à la Eastman, quoi, du coup. Et on sent qu'on a bah, plein de styles graphiques très différents. Bah, c'est à la fois l'intérêt, et ça peut être la contrainte hein, d'une intégrale, hein, et des comics en général, c'est sûr. Bah, c'est que voilà, on a beaucoup de dessinateurs différents, notamment dans cette intégrale. D'ailleurs, si j'ai les crédits, je peux vous les donner. Si je les ai, hein, parce que c'est pas gagné. Bah non. Ah si, bien sûr, je les ai. Donc on a un petit peu de... On a du Andy Kuhn au dessin. On a du Sophie Campbell. On a qui d'autre? Du Kevin Eastman, hein, c'est ce qu'on avait vu. Puis à la fin, voilà, on a le retour
Et on l'a vu, on a vu tout de suite la différence du merveilleux Santo Luco. Et voilà, là, je prends une planche un peu au hasard, on voit que c'est pas Andy Kuhn, quoi. Donc voilà, c'est sûr que ça peut être contrasté au niveau du dessin, mais alors quel plaisir et quelle science du scénario, toujours de Kevin Eastman et Tom Waltz, c'est un vrai plaisir. Donc voilà, pour les Tortues Ninja, je continuerai forcément les intégrales. On passe maintenant au manga, avec quelques perfects. Alors vous allez voir, il n'y a aucune surprise, c'est vraiment que des suites que je vous avais déjà présentées, je crois, il y a 2 mois, lors des achats du mois de mai. On a les volumes 3 et 4 de Dragon Ball édition Color, Full Color. Je sais que cette édition ne plaît pas à tout le monde, et je peux tout à fait comprendre. Là, je crois qu'il y a l'édition Hachette, qui propose des couleurs franchement atténuées, beaucoup plus dans le ton, en fait, des quelques pages qui pouvaient être colorisées dans City Hunter, dans les choses comme ça, ou peut-être la perfecte de manga. Donc on est là en plein dans le tournoi des arts martiaux, et moi honnêtement, je vous le dis, j'ai l'impression que ça donne une seconde jeunesse au manga. Et moi, ça me convainc complètement. Je suis hyper content, personnellement. Je suis même, voilà, je suis ravi. En plus, mon fils, ça lui donne envie de me les emprunter et de les lire dans la foulée. Bon, il était déjà très intéressé par Dragon Ball, mais là, c'est vrai qu'on dirait que c'est un petit peu des nouveaux épisodes, alors qu'ils ont 40 ans. Et moi, justement, je trouve ça génial. Alors, c'est vrai qu'on peut perdre un petit peu du dynamisme avec la couleur. Là, je suis assez d'accord, par contre, que peut-être un beau noir et blanc accentuer le dynamisme lors des combats. Mais c'est pas flagrant, comme je vous le disais, je trouve que ça fonctionne quand même très bien. Donc évidemment, ce combat contre Nam, je crois, c'était ça son nom, il est assez mythique, hein, notamment quand on connaît les motivations de l'adversaire de Son Goku, hein, c'est extraordinaire. On a évidemment le combat le plus incroyable du monde entre Son Goku et Jackie Chun, voilà, avec notamment une référence à, voilà, la technique de l'homme bourré, vraiment Jackie Chan. Donc, non, bah, moi, je pense que ça va être un énorme plaisir de reparcourir tout ça à chaque fois. Donc voilà, je vous montre quelques planches comme ça, un petit peu au hasard, parce que de toute façon Dragon Ball, on connaît tous plus ou moins. Et voilà, donc toujours un plaisir. Voilà. Donc voilà, non, bah Dragon Ball en couleur. Moi personnellement, c'est un grand oui. Donc, donc j'ai hâte de redécouvrir toute la série en couleur. Et de toute façon, je crois qu'ils sortent à peu près, Glénat sort à peu près 2 volumes tous les 2 mois. Donc je pense que ce sera en septembre, là, les prochains, les volumes 5 et 6, à moins que j'ai compris de travers, ou à moins qu'ils changent un tout petit peu leur parution. Allez, on continue. On continue avec les volumes 9 et 10. Hop, que je vous montre. 9 et 10 de Senseiya, la Deluxe. Je suis pas sûr, mais j'ai cru comprendre qu'elle allait avoir une nouvelle édition de Senseiya. Mais dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais j'ai cru comprendre ça. Donc je voudrais le plus vite possible compléter cette édition. Là, je suis à 10 volumes sur 22. Ouais, j'ai encore pas mal de volumes à explorer. Et là, on a vraiment quelque chose que je trouve super. Donc voilà, on a aussi quelques colorisations. Vous voyez, là, c'est quelques touches de couleurs. Moi, je les trouve pas forcément nécessaires et pas forcément incroyables, personnellement. Je pense que qu'ils en restent au noir et blanc, ça aurait été très bien. Et c'est mon avis, hein. Pour ça, donc des fois, les petites touches de couleurs, je trouve pas ça forcément nécessaire, même si on est toujours content quand on arrive dessus. Je trouve qu'il y en a qui sont plus ou moins réussis. Et là, en l'occurrence, je trouve pas forcément nécessaire. Mais c'est encore une fois, c'est avec mon avis. Regardez-moi ça, encore une fois, là. Kurumada, au niveau de la mise en scène, je trouve ça vraiment fou. Voilà. C'est quelqu'un qui adore vraiment mettre en scène ses combats. Comme je vous le disais, c'était un des premiers un petit peu aussi à donner des noms aux techniques à l'époque. Donc non, non, vraiment, je trouve que c'est un grand maître. Il y a quelque chose qui est très, je sais pas, qui est très mystique, qui est très cosmogonique, hein, le grand cosmos à chaque fois qui est cité. Donc non, non, mais franchement, Senseiya, voilà, pour moi, c'est une œuvre culte, voilà, dont il faudra parler en détail peut-être un jour. Voilà, je vous remontre encore. C'est beaucoup de dominants rouges en plus dans les touches de couleur. Et, euh, et je trouve qu'elles apportent plus de confusion que de fluidité. Mais encore une fois, c'est avec mon avis. Ouais, je me répète un peu. Mais voilà, vraiment, là, je pourrais vous montrer des planches à l'infini de Senseiya. Je trouve ça extraordinaire cette édition. Et on termine par Slam Dunk. Slam Dunk, toujours la perfecte, avec le volume 4. Hop, vous le savez, c'est très belles illustrations, même si là j'ai l'impression qu'ils ont un peu raté leur wraparound, mais bon, un peu bizarre du coup.
Mais voilà, bah, Slam Dunk, je suis pas à jour, hein, clairement pas. Mais en tout cas, à chaque fois que je feuillete, bah, Takehiko Inoue, je trouve que ses dessins s'affinent au fur et à mesure des volumes. Ça devient franchement quelque chose d'assez impressionnant. Ouais, même là, par exemple, sur cette planche-là, là-haut, là, on voit complètement l'effet du ballon qui vient de fouetter le filet, quoi. Et, et ça, en tant que basketteur, c'est un effet qui est très important, parce que le filet, c'est à la fois un repère visuel pour les shooters, hein, et c'est un sentiment de satisfaction voilà, quand on les voit trembler, sans toucher l'arceau en plus. Donc, non, non, Slam Dunk, vraiment, on sent que c'est quelqu'un qui aime le basketball, qui a fait ça. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de m'y plonger à fond. J'ai lu que les deux premiers volumes. Et que pour l'instant, le basket, il est franchement au second degré, où c'est plus un furio bas du front. Enfin, les furios, c'est un peu la bagarre entre les jeunes adolescents turbulents. Ce qui n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse outre mesure. Donc voilà, j'ai été un petit peu long, je suis désolé, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à vous présenter. Donc voilà, des omnibus, des compendiums, des TPB, des perfects de manga. Donc beaucoup, beaucoup de choses à vous présenter. C'était un mois très riche, hein. Spoiler, le mois d'août, il est assez costaud aussi, vous verrez. Avec une dominance autour d'un personnage. Alors c'est un petit peu un hasard, vous verrez ça, je vous fais un petit teaser. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à lâcher un petit like, à vous abonner, à partager. Ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un issue de secours, pour un l'appel du devoir ou une autre vidéo, que sais-je. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée et à très bientôt, salut!